Bonjour à tous et à toutes. Ravi d'avoir cette salle remplie de jeunes femmes et de jeunes hommes. C'est important quand on porte les sujets de la mixité qu'il y ait des hommes et des femmes. Donc, je suis ravie d'accueillir cette dernière conférence de IPSER qui se termine demain. On accueille en plus des familles, apparemment, qui viennent de loin. Donc, ravie voilà, de vous accueillir à l'IPSA. Donc, je suis heureuse vraiment d'accueillir la table ronde Femmes Pilotes. C'est une première. Et alors, à plusieurs titres. Bon, d'une part, bien sûr, parce que je suis une femme, ça se voit. Je suis également ingénieure et je suis très impliquée dans l'association Femmes Ingénieurs pour promouvoir le métier d'ingénieur à la fois auprès des lycéennes et des collégiennes, mais également au niveau de l'entreprise au sens large pour des postes d'administrateurs de société, voire même des postes de direction. Et puisque je suis directrice générale, c'est encore un sujet voilà, que je porte à plusieurs titres. Ravie de vous accueillir, mesdames, et surtout Camille, donc, qui est une IPSalienne, promotion 2015. Donc, c'est la deuxième promotion ingénieure, puisque avant, l'IPSA ne délivrait que des diplômes d'experts. Aujourd'hui pilote, donc je ne me trompe pas, j'ai mon post-it comme toujours, de la compagnie Oyonnax, voilà, qui fait, voilà, qui est spécialisée dans l'aviation, donc de transport sanitaire et médical. Et puis, mais également enseignante en mécanique du vol au cycle préparatoire. Donc, il y a certains étudiantes et étudiants qui doivent l'avoir en cours, et c'est ce qu'on prône à l'IPSA, d'avoir des cours d'aéronautique et de spatial dès la première année. C'est bien une particularité de l'IPSA. Je vais vous laisser faire cette table ronde. Je vais assister à la table ronde et puis j'espère qu'il y aura de nombreuses questions-réponses à la fin. J'oublie juste une chose, on accueille également l'association IPSERCRAFT, là, qui vous a accueilli dans cette salle. Pourquoi? Parce que le président Romain, donc bachelor deuxième année, se désespère de n'avoir que 18% de jeunes filles dans l'association. Voilà. Donc, appel au peuple là, pour un petit peu booster voilà, en nombre de membres féminins sur l'association qui construit donc un aéronef. Voilà, et donc on peut aussi voilà, construire et voilà, et donc appel au peuple. Voilà. Il y a un morceau là ici qu'on vous a emmené pour que vous puissiez voir, ça vous donne envie. Voilà. Si vous voulez construire l'avion IPSA, rejoignez. Et donc, restez bien jusqu'au bout parce que nous aurons le plaisir à la fin de cette table ronde de signer le partenariat que l'on a avec l'association Femmes Pilotes, donc pour un partenariat pour 3 ans. Donc, ça veut dire que vous allez être de nouveau sollicités dans les années à venir pour booster un petit peu ce sujet. Voilà, bonne table ronde et puis on se retrouve à la fin. Voilà, merci. Merci Valérie pour la présentation. Donc, le déroulement de cette table ronde, on va chacune se présenter une à une. On a tous certainement des parcours très différents et des postes aujourd'hui assez différents. Donc, je pense que ça va être pas mal pour vous de découvrir un peu quels sont les différents aspects de l'aéronautique et que chacun peut y trouver en fait ce qui lui plaît. Ensuite, donc, on va voir la présentation de l'association française des femmes pilotes par Christine de Bouzy. Et puis ensuite, petite question de votre part, de notre part aussi, parce que on a de l'intérêt pour les métiers de chacune. Voilà, vous allez pouvoir intervenir à la fin. Donc avec nous aujourd'hui, donc on a Christine de Bouzy, qui est donc pilote retraitée de chez Air France et donc présidente de l'association française des femmes pilotes. Ensuite, on a Béatrice Bardini, c'est bien ça, qui est pilote pro et donc instructrice hélicoptère. Et enfin, Laurence L. Mariani, c'est bien ça, qui est donc commandant de bord 787 chez Air France. Donc, je vais vous laisser vous présenter. On commence et moi. Bon, donc, on va commencer
avec le PowerPoint de Charlotte. Donc, c'est qui ouvre le bal, qui veut commenter. Ok. Bon, bah, Christine. C'est juste vous présenter. Oui. D'accord. Oui, donc elle m'a déjà un peu présenté. Je m'occupe de l'Association française des femmes pilotes, qui existe depuis 1971. La première membre d'honneur était Adrienne Bolland. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire, mais c'était une grande femme de courage qui, à 26 ans, a traversé la partie la plus élevée de la cordillère des Andes et a fait également beaucoup de résistance. Elle en a payé un peu, pas de sa vie, mais elle a eu des sabotages de ses avions, donc elle a arrêté de voler, mais elle n'a pas fait que la cordillère des Andes, elle a fait plein d'autres exploits incroyables. Je vous invite à regarder sur YouTube une série de Colin Berry sur sa vie. Elle parle avec des archives, donc où elle montre tous les autres exploits incroyables qu'elle a fait. Elle a même fabriqué une sorte d'hydravion avec un caudron G3 en mettant des patins en bois avec son mécanicien, et ils se sont retrouvés chez les Indiens anthropophages Tupinamba au Brésil en panne. Voilà, beaucoup d'aventures. Donc notre association a été assez utile dès le début, puisque en 1973, on a réussi à faire sauter le verrou à l'époque qui stipulait qu'il fallait être de sexe masculin pour suivre les études de pilote de ligne. Le verrou de Polytechnique a sauté juste un an avant. Et donc, la première élève, c'était Patricia Hafner, elle est rentrée 2 ans après. Ensuite, en 1996, l'association aussi s'est battue pour qu'il y ait l'égalité des chances pour les femmes pilotes de chasse. Curieusement, il y en avait en Algérie et en Libye, en Hollande, mais pas en France. Et ils avaient fait au début donc des quotas négatifs. C'était 3 femmes pour 63 hommes. Donc là, il y a eu des recours auprès du gouvernement et puis une suite juridique pour faire sauter ce verrou. À croire donc qu'ils avaient peur d'avoir trop de femmes. L'armée de l'air a bien féminisé, a fait une véritable politique de féminisation des effectifs en mettant des petits quotas évidemment à compétences égales pour qu'il y ait des femmes chefs dans chaque base. Et puis bon, ils avancent le chiffre de 25% de femmes. En tout cas, il y a eu Anne-Laure Michel-Tel qui a dirigé, une femme pilote de chasse qui a dirigé l'école de Salon, qui a introduit beaucoup de choses pour, notamment ça s'appelle le top, pour mettre les pilotes au top. C'est avec, pendant les conflits, des méthodes aussi de yoga, tout un tas de choses nouvelles. Donc, entre autres, on lui avait reproché d'avoir trop d'empathie pour son équipe et de materner les jeunes hommes. Mais elle a dit qu'elle continuerait puisque ça marchait. Effectivement, elle avait réussi à sauver une mission, à abattre les ennemis au sol. Et voilà, c'est pour ça qu'elle a gagné ses galons. Maintenant, elle dirige le centre d'Istres. Vous avez entendu parler, centre d'essai en vol. Très beau centre. Donc, l'association comporte actuellement, on a 250 membres. On est ouvert pour les garçons aussi. Bien sûr, on a besoin du soutien des garçons. Et ça, pour nous, évidemment, c'est un plus d'avoir l'inclusivité dans tous les métiers. On a beaucoup d'activités de coaching pour les jeunes femmes. On a des jeunes femmes maintenant donc qui arrivent on donne également des moyens financiers, enfin des bourses de pilotage où on a des accords avec des écoles qui eux aussi donnent des aides. Tous les ans, on donne des bourses de pilotage sportif dans les 9 fédérations. Alors justement, construction RSA, il n'y a pas beaucoup de filles, il n'y a que 2% de filles.
Et on n'a pas encore donné. Si vous trouvez une fille, on n'a pas encore donné pour le RSA. Parce que c'est les 9 fédérations qui vont du planeur à l'avion, en passant par le drone, le parachutisme, etc. Tout ce qui vole. Donc on donne des bourses de formation. Et également des bourses professionnelles de 3 000 €. Et selon les projets, voilà, avec des critères bien en particulier. Donc, on a des jeunes femmes maintenant qui sont devenues avec des beaux métiers comme toi. Pilote d'extraction de feux de forêt, il y en a une, elle est partie au Chili, là. Il y a aussi une autre qui est devenue en Suisse pilote pour les photographies aériennes, donc pour faire la cartographie des terrains d'aviation ou des villes. Et là, c'est des vols, enfin, elle vole pas beaucoup, mais comme elle était ingénieure avant, elle peut travailler dans l'entreprise pour s'occuper de l'interface technique, de beaucoup de choses. Donc, elle est passionnée et ils volent pas trop parce qu'il faut qu'il y ait pas un nuage pour faire le fait. Voilà, enfin, je vais pas monopoliser. Merci Christine. Est-ce que vous pourriez nous présenter aussi votre parcours? Comment vous en êtes arrivé à être commandant de bord chez Air France? Alors, j'ai eu la chance de faire à 15 ans les camps aéronautiques nationaux à l'époque. Donc, c'était un partenariat entre l'éducation nationale et la Fédération française d'aéronautique, où on faisait un mois l'été subventionné, des colonies de vacances, on faisait un peu d'avion, beaucoup de planeurs. Et là, j'ai rencontré, c'était à Pézenas, enfin près de Montpellier, des élèves pilotes de ligne qui avaient l'air très heureux. Donc, je me suis dit, là, il faut que je travaille bien à l'école pour faire ça. Donc, j'ai eu la chance de réussir le concours de l'ENAC en première année de classe préparatoire. Et je suis sortie en 81. Ça fait déjà un moment. Donc, il n'y avait pas de travail tout de suite. J'ai fait de l'instruction remorquage à Saint-Auban. Là aussi, une très belle expérience. Enfin, de toute façon, en aéronautique, il y a plein de belles expériences. On a testé un remorqueur au GPL. On a testé des nouveaux crochets de remorquage. J'ai fait des vols météo aussi à l'époque. On avait des barographes, on montait pour analyser l'atmosphère pour les vols en planeur. Des vols aussi avec en planeur avec oxygène. Enfin, tout un tas de choses très intéressantes. Ensuite, j'ai emprunté, j'ai eu un prêt à 0% aux ECDIC pour faire une qualification Learjet 24 en attendant de pouvoir entrer à Air France. J'ai fait 3 ans d'aviation d'affaires au Bourget. Donc tous les Learjet, Corvette, Beech, très beaux avions. Et ensuite, donc en 85, je suis rentrée comme copilote Boeing 727. Et là, 35 ans d'Air France, donc j'ai eu beaucoup de chance de voir l'évolution des machines, entre les machines classiques jusqu'au 380. J'étais venue faire une conférence ici, de 380, qui a été ma machine préférée, qui a vraiment, on sautait le pas des machines très modernes, et qui a bénéficié, malgré tout, malgré son départ rapide, de la recherche pour l'Airbus 350 maintenant, qui est vraiment beaucoup. Voilà. Alors j'ai eu beaucoup de chance, j'ai beaucoup apprécié mon métier de par la curiosité que j'avais aux escales. En cargo, en 747, on restait, pour une vie de famille, c'était très bien aussi. Une semaine partie, une semaine à la maison. Et la semaine à la maison, c'est plus fatigant. Et j'ai rencontré des cosmonautes russes en Ouzbékistan qui, avec un scientifique, faisaient des camps de cosmonautique. Je vous montrerai peut-être quelques photos tout à l'heure. Et puis, j'ai fait de la pêche au saumon en Alaska. J'ai aussi apporté des choses pour les archéologues à Alexandrie qui fouillaient le phare d'Alexandrie. Voilà, c'est des rencontres inoubliables. Des vols en petit avion. Maintenant, je continue, je fais de l'instruction à l'aéroclub. Et j'ai un avion que j'ai partiellement construit. Message pour
des belles destinations. Je pense que ça peut l'applaudir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être là et de voir que effectivement cette assemblée est mixte, parce que c'est pas parce que nous sommes femmes que nous devons être des exceptions. Comme je le dis, le jour où on ne parlera plus de nous, ça sera voilà, ça sera une très bonne chose, parce que nous serons dans la normalité et plus dans l'exception. Donc, je suis Béatrice Bardini, pilote instructeur d'hélicoptère. On a regardé ça avec Christine juste avant de venir, parce que j'étais curieuse de savoir combien il y a de femmes pilotes d'hélico en France. Donc, pour connaître cette statistique, c'est selon l'existence d'une licence de pilote professionnel valide. Je vous mets au défi de trouver le bon chiffre. On est 48. Vous avez de licences professionnelles en France à peu près 1300 de pilotes d'hélico pro, et nous sommes 48 femmes. 48 femmes, il y en a 45, donc c'est le premier niveau professionnel qui est commercial, et 3 autres qui font de la ligne. Et la ligne, par exemple, ce sont les pilotes qui font de l'offshore en mer du Nord. Donc voilà, ou de l'offshore dans d'autres endroits du monde, mais là où il faut une qualif biturbine, vol aux instruments, voilà, il n'y en a que 3. Donc vous voyez que la mixité dans le milieu du pilotage hélicoptère est loin d'être demain une normalité. Mais tout ça s'explique pour plein de choses. Beaucoup par l'éducation que nous recevons tous, que j'ai reçue et que probablement vous avez reçu aussi, qui est nourrie par des stéréotypes, nourrie par énormément d'images assez figées, j'allais dire, de décennie en décennie sur les métiers possibles et ouverts aux femmes. Il y a le fait que l'hélicoptère… Sophie Adno, par exemple, elle a dit que son fils y jouait avec un hélicoptère, et dedans, il pensait que ça devait être une femme dedans, parce que c'était sa maman. Bien sûr. Et puis, il y a le fait aussi que l'hélicoptère n'est pas quelque chose que l'on rencontre au quotidien dans les airs. On a bien plus l'image de l'avion. Et donc, si je vous raconte moi mon parcours, vous verrez que les stéréotypes, moi, j'en ai absolument pas eu, puisque je n'avais aucun contact avec ce monde aéronautique. Moi, je suis née à Paris. J'ai vécu de la 6e à la terminale en province. Mes parents n'ont jamais eu de voiture. Donc, je me déplaçais toujours en transport en commun, et la mécanique, c'était quelque chose de complètement exclu. Mais malgré tout, gamine, je rêvais de voler. Je voyais les avions, il m'était arrivé de monter dedans, et j'étais fascinée de ne pas comprendre pourquoi ça restait en l'air. Donc, c'était véritablement cet effet, j'allais dire physique, qu'un engin aussi lourd puisse rester en l'air. Et puis, j'ai eu cette chance extraordinaire de monter dans un hélicoptère. J'ai fait le tour de Manhattan à New York, donc en hélico, et ça a été la révélation. Ça a été la révélation dans la mesure où j'étais montée devant pour des questions de masse et centrage, et j'ai été fascinée par le fait que non seulement ça tient en l'air, mais en plus ça n'a pas besoin d'avancer pour tenir en l'air. Et aujourd'hui, quelques décennies plus tard, je suis toujours avec ces yeux d'enfant quand je regarde un hélico. Ça ne m'a pas quittée. C'est quelque chose qui est physique chez moi, c'est de l'ordre de la vibration. Donc à l'époque, quand je suis devenue bachelière, je suis allée voir la LAT, la division de l'armée de terre qui forme les pilotes, à 2 reprises, et ils m'ont dit, 1, vous êtes une femme, on ne recrute pas de filles. 2, exactement, c'est vous portez une jupe, on ne recrute pas de filles. 2, vous n'avez pas fait un bac scientifique, vous réussirez jamais le concours d'entrée. Et la 3e chose que j'ai appris beaucoup plus tard, c'est que j'étais présentée à eux en disant je vais être pilote d'hélico. Logique, ils forment des pilotes. À l'époque, on m'avait dit non. Il aurait fallu que je me présente en disant je veux rentrer dans l'armée, je veux défendre ma patrie, et s'il y a une possibilité pour m'orienter vers le pilotage, peut-être qu'il y aurait une chance. Et donc, dans le privé, ça coûtait 3 bras. Je vous dis ça, donc c'est fin des années 80. J'avais 10 francs d'argent de poche par mois, et la licence pro de pilote hélico coûtait à 350 000 francs.
Donc, autant vous dire que c'était rayé de la carte pour moi. J'ai vécu avec ce crève-cœur pendant plus de 20 ans. À l'âge de 40 ans, pour une femme, c'est un âge qui devient toujours un peu de rétrospection, d'analyse. On regarde sa vie passée, on regarde les années à venir, on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Et puis, cette envie de devenir pilote m'a jamais quittée. Sauf que je me disais systématiquement, c'est pas pour moi. On m'a dit non. Donc, pourquoi je devrais, moi, penser oui? Et puis, un concours de circonstances a fait que j'ai pris la navette Nice-Monaco en hélico. Et les personnes qui étaient avec moi, je leur avais dit, je dis, bon, vous verrez, je tremble, je pleure, je suis complètement méconnaissable quand j'en vois un, quand j'en entends un et quand je monte dedans. Donc, ça n'a pas loupé. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Agis, interviens, fais quelque chose, tu ne veux pas rester comme ça. Et puis, il me donne un magazine qui s'appelle Hélicoptère Magazine, qui existe toujours et qui était à disposition dans l'aérogare de la compagnie d'hélico. Et donc, sur le trajet de retour pour remonter sur Paris, je feuillette ce magazine bilingue qui présentait tout un tas d'informations du secteur. Et à la fin, il y avait 2 pages, atelier de maintenance, vente, école. Et là, je peux vous assurer que les poils, je me suis dit, mince, il y a des écoles de pilotage en région parisienne. Peut-être que. J'avais pas Internet chez moi. Le lendemain, j'écris, il y avait 2 adresses mail, j'ai pas téléphoné. La timidité m'imposait de ne surtout pas décrocher le téléphone. Il y avait 2 adresses mail, j'ai écrit aux 2. 24 heures après, je reçois un message et on me donne le devis pour passer ma licence de pilote privé, qui est le premier niveau de formation. 3 jours après, j'étais dans le bureau du chef pilote de l'école qui m'a formée. Et au bout d'1 heure et demie, je signais mon contrat d'apprentissage. Ça fait 14 ans, je n'ai plus jamais arrêté de voler à ce moment-là. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que les rêves, il faut surtout pas les laisser de côté. Il faut faire en sorte de se dire si c'est vraiment ce que vous voulez faire. C'est votre détermination qui prouvera que vous avez une raison d'y aller. Quoi qu'en disent les gens autour de vous, vous réussirez. Parce que vous allez d'abord compter sur vous avant de compter sur les autres. Les autres peuvent être une aide, mais peuvent être aussi des personnes qui vous envoient des petites araignées au plafond pour vous dire non, c'est trop difficile, c'est pas bien, etc. Il n'y a que vous qui devez savoir si les efforts, les épreuves qui sont devant vous, quel que soit votre métier, est-ce que vous êtes apte à pouvoir les affronter? Il n'y a que vous qui pouvez déterminer ça. Et très franchement, vous pouvez monter très haut avec cette détermination-là. Donc moi, je fais ma première séance d'heure de vol, 40 minutes, et ça a été là, oh, j'y comprends rien, mais je sais pas, mais comment ça marche, mais j'avais l'impression de subir. Sauf que quand je suis devenue après instructeur, je me suis dit jamais plus je ferai ce que j'ai subi, c'est-à-dire 15 minutes de briefing, voilà les 3 commandes, voilà les effets primaires, secondaires, allez hop, on part en vol. Débrouille-toi. Je prends un peu plus de temps, moi, avec mes élèves pour leur expliquer véritablement qu'est-ce qui va se passer en vol et comment ils vont pouvoir interagir sur les commandes. J'ai fait donc j'ai continué à travailler, parce que pour vous dire, je voulais être journaliste et après, j'ai été en communication entreprise. Donc, dans une entreprise, à promouvoir les activités de cette entreprise-là, plusieurs. Et donc, je faisais ça en parallèle. Je suis devenue pilote privée au bout d'1 an, en volant à peu près 1 fois tous les 15 jours. Ensuite, il fallait passer les examens pour le pro. Donc là, comme j'avais pas fait de bac scientifique, je ne pouvais pas justifier d'une connaissance de base en maths, physique, électricité, mécanique. Donc, j'ai fait un stage d'adaptation, de remise à niveau à ce niveau-là, pour pouvoir m'inscrire à Mermoz Academy pour la formation à distance théorique de pilote professionnel d'hélicoptère. Là, le mont Everest devant moi, 1 mètre de bouquin, 90 devoirs à rendre à l'école, 13 matières à passer à la DGAC, 1 an et demi pour le faire. Et moi, je bossais entre 60 et 70 heures par semaine dans mon travail parce que j'ai un poste à responsabilité. Eh bien, tout ça a fait dire que ça a été 2 mois au début
très, très difficile en me disant jamais j'y arriverai. Et puis, à un moment donné, c'est la même chose. Je parle de détermination et c'est vraiment ça qui est important. Je me suis regardée dans une glace en pleurant en disant, t'as voulu faire quoi de ta vie? T'as voulu être pilote? Ben maintenant, tu es au pied du mur. Alors, vas-y, bosse. Et donc, pour ceux que ça intéresse, je vous expliquerai comment j'ai programmé toutes mes séances de travail sur la théorie et j'ai réussi en 13 mois à passer les 13 matières du premier coup. Ensuite, formation pratique. Et là, 4 ans donc après ab initio, pilote professionnel d'hélicoptère. Super content. C'est juste le début des emmerdes. Et il faut du travail derrière. Je suppose que les trajectoires sont un peu différentes quand même en avion, mais en hélico, ce qui fait l'employabilité d'un pilote, c'est non pas qu'il ait une licence, parce que ça, finalement, c'est le BABA, mais c'est le nombre d'heures de vol en commandant de bord que vous avez, sur quelle machine vous êtes qualifié et quelles sont les missions que vous avez faites. Et c'est la progression, la montée des heures et l'abnégation sur énormément de choses qui vous fait progresser. Moi, je donnerais juste un exemple parce que parfois, il faut rencontrer les bonnes personnes. Et là-dessus, moi, j'ai eu des rencontres fabuleuses. Mon métier de communication, je l'ai fait dans un groupe qui s'appelle Vinci. Et à une certaine époque, début des années 2010, il y a eu la construction d'un très, très grand chantier qui est la ligne TGV entre Tours et Bordeaux. 300 km de ligne TGV, donc une trace. Et puis, moi, j'ai contribué au sein de la coordination achat à faire le contrat cadre des compagnies d'hélicoptères qui pouvaient être donc sous contrat habilitées à faire la photo, la vidéo et le transport public de passagers. Et puis est arrivé à un moment donné, donc j'avais fait ça, j'avais audité les compagnies, etc. Contrat cadre fait. Et puis un jour, j'ai un patron du chantier qui me dit, Béatrice, je veux que tu t'occupes de la communication du chantier, je veux que tu descendes à Poitiers, qui était la direction de projet. Et je lui ai dit, oui, d'accord, mais tu sais que moi, si je descends, c'est pour être aussi pilote d'hélico de toutes les visites de chantier qui sont là-bas. Et il me dit, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui dis, tu vas voir un tel dans telle compagnie et tu lui dis que demain, c'est moi qui pilote. Il l'a fait. 3 jours après, il m'a appelé. Moi, alors, je vais vous dire, j'y suis allée au culot. Hein. Bon, ça coûte rien d'y aller. Et 3 jours après, il m'appelle, il m'a dit, il t'embauche. Tu descends quand? Et il y a eu toute la formation donc sur Bell 206, Jet et Long Ranger, sur toute l'adaptation après à l'exploitation. Et ce qui était formidable, c'est qu'on venait me voir, donc j'ai déménagé, je me suis installée à Poitiers, on venait me voir et on me disait, bon Béatrice, là on va accueillir des Singapouriens qui veulent venir voir le savoir-faire français de la construction d'une ligne TGV, organise-leur les visites de chantier au sol et en aérien. Ok, pas de problème. C'est ce que je faisais. Donc, j'ai vécu des moments extraordinaires et c'était véritablement la bascule côté professionnel de mon métier, ce qui fait que j'ai quitté après Vinci 2 ans plus tard pour dire, allez, je vais me lancer en tant que pilote à prendre les ballons. Ça a commencé donc 2018, je fais ma formation d'instructeur, été 2018 super, été 2019 super, le Covid arrive, été 2020 je fais le remplacement d'un pilote qui était parti en lutte incendie dans une compagnie. Donc, je fais son intérim sur le pilotage d'une base sur toute la côte bretonne. Super. Et puis, à Guiseley, plus rien. Le Covid avait plombé les comptes de l'entreprise, plombé l'activité, etc. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je continue à être pilote, mais en tant que vacataire, puisque je fais du transport public et de l'instruction. Et que voilà, quand vous êtes vacataire, à un moment donné, il faut pouvoir manger aussi le reste de l'année. Donc, j'ai repris mes activités de communicante, mais en indépendante. Et donc, aujourd'hui, j'ai ma propre société et je travaille à valoriser les femmes et les hommes de l'aéronautique dans leur engagement à la décarbonation de l'aviation. Donc, vous voyez qu'on n'est pas si loin de ça de nos sujets. Et que peut-être finalement c'est le bon équilibre entre passion et travail et la passion, je la trouve aussi à défendre les intérêts de notre beau secteur. Voilà pour le parcours un peu atypique que je voulais vous partager. Merci. Merci pour cette belle histoire. Je laisse je rentre alors. Oui, c'est des belles histoires. Alors, je partage avec mes consoeurs le fait
de faire le métier de mes rêves, un métier que j'ai toujours voulu faire. C'est vrai que c'est une grande force et c'est aussi pour ça qu'on est là, je pense, c'est pour transmettre ce que disait très très bien, très justement Béatrice, le fait que un rêve, ça se cultive et il faut jamais lâcher. Il faut donner les moyens et on voit que c'est tout possible. Je pense que c'est vraiment la grande leçon. C'est une leçon de vie, hein, bien sûr, sa vie et puis aussi ce qu'on fait relayer sur les autres, ce qu'on communique, notre expérience. Donc moi, oui, je rêvais d'être pilote, je rêvais de voler, pareil, depuis facilement l'adolescence. Moi, c'est plutôt une rencontre littéraire assez, alors je vais dire classique, c'est la lecture de Saint-Exupéry. Je me suis dit que ce qu'il vivait, ce qu'il décrivait, ces vols de nuit au-dessus de l'Atlantique, moi je voulais juste faire ça, je voulais vivre ça. J'ai grandi dans le sud-est, près d'Aix-en-Provence, et puis c'est vrai que je voyais passer les Alpha Jets, les fougares magistères de l'école de l'air à l'époque, les Canadair aussi, l'été. Et je me suis dit, voilà, je vais faire ça. J'ai été élevée, j'ai eu cette chance aussi, c'est important, le soutien de nos proches, d'avoir une famille qui m'a toujours soutenue, qui m'a aussi élevée dans l'idée qu'il fallait que je m'assume, j'ai le métier que je voulais faire et que ça serait le bon métier. Donc, ça m'a donné un socle de confiance en moi, c'est important. Donc, justement, affronter le monde extérieur et avec réaliser que finalement, ce que moi je voyais comme une évidence, c'était pas évident pour moi. Voilà. Donc à l'adolescence, donc cette chance d'avoir cette motivation assez tôt, c'est que ça a guidé aussi mes études. Hein. Parce qu'il faut travailler, ça ne vient pas tout seul, ça ne vient pas tout cuit, ça on le sait. Et donc je me suis engagée dans des études scientifiques. Alors par contre, dans mon entourage, personne n'était pilote. Donc j'ai avancé, je savais qu'il fallait faire des classes prépa, que c'était mieux, il y avait le MAC recruter. Alors j'ai quand même essayé d'aller taper à l'école de l'air, mais l'école de l'air ne recrutait pas de femmes pour être pilote à cette époque-là. Et en fait, le gradé qui m'avait répondu, donc m'avait dit, mais je lui ai demandé pourquoi. Il m'avait répondu que pendant la carrière d'un pilote de chasse, donc entre 25 et 40 ans, les femmes étaient destinées à procréer. Je pense que ça a dû m'impressionner, puisque moi j'ai eu des enfants à la quarantaine. J'ai eu un petit traumatisme. Voilà. Je me suis dit, effectivement, comme tu le disais, finalement, il faut d'abord être militaire, et pilote, on peut l'être autrement. Donc moi, je n'avais pas cette vocation militaire. Voilà. Et je ne me sentais pas raccord non plus avec ces concepts-là. J'ai passé une première fois l'ENAC. Alors, j'aurais pu passer l'ENAC plus tôt, mais mon lycée n'avait pas de dossier d'inscription. On n'avait pas Internet à cette époque-là. Il fallait vraiment se débrouiller soi-même. Et donc, j'ai passé l'ENAC en maths P, voilà, au niveau de bac plus 2. J'ai raté. Donc, l'ENAC prenait recruter 30 pilotes, les promotions de 30 pilotes. Donc, l'ENAC, c'est l'aviation civile, l'École nationale de l'aviation civile, qui existe toujours, hein, qui forment des futurs pilotes de ligne. Et là, j'avais une école d'ingénieur, j'avais passé tous les concours. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, on m'attend pas dans l'aviation, il faut assurer. Et je suis rentrée à l'OSMA, à Poitiers. Et me disant, tu auras le temps de repasser un recrutement. Pendant ce temps, donc ça c'était en 87, donc j'ai fait mon école d'ingénieur entre 87 et 90. Air France a commencé à recruter, là ça avait une grosse expansion du transport aérien. Air France a commencé à recruter ses propres pilotes, ses propres élèves pilotes, de même que Air Inter et UTA, pour ceux qui s'en souviennent, qui étaient française. Et j'ai préféré finir mon cursus d'ingénieur parce que pareil, un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Et j'ai passé un recrutement Air France en 90. Là, j'ai été prise. Donc là, c'est Air France qui a assuré ma formation, qui a duré 2 ans et demi, ma formation pour être pilote de ligne, avec un an de théorie, ce que tu as passé, donc c'était 13 mois. Voilà, moi j'étais en cours. Hein. Je n'ai fait que ça, ce qui est un avantage. C'est que là, on est pris. Voilà.
J'avais pas à me soucier non plus de. J'avais pas à me soucier de. J'étais étudiante, mais on avait une petite, un peu un défraiement, disons, pour notre argent de poche. Donc, j'avais pas à me soucier non plus de faire bouillir ma marmite. Voilà. Et à l'issue de cette formation de pilote, voilà, la guerre en Irak éclate. Donc, c'est pas le Covid. Et en fait, c'est ça, hein, on voit que notre parcours, il est jalonné de creux, de sommets de vagues, et puis ça continue. Donc, il faut être tenace. Et il faut se donner les moyens d'avoir plus de chances pour finalement quand même gagner sa vie, bien sûr. Donc, Air France a suspendu à ce moment-là toutes ses formations pour une durée complètement indéterminée. J'avais mon diplôme d'ingénieur, mais j'ai préféré, moi je voulais vraiment voler, donc j'ai préféré continuer dans ce créneau et j'ai passé ma qualification d'instructeur pilote privé. Et là, j'ai eu 3-4 boulots différents. Je suis partie à Saint-Pierre-et-Miquelon. J'ai commencé par être instructrice donc, en aéroclub et puis après en école pro pour former des pilotes professionnels. Et Air France a réouvert une fois que le creux de la vague est passé. Après un creux, il y a toujours une forte reprise. On a vu ça en post-Covid aussi. Air France a repris ses embauches et là en 97, donc je suis rentrée sur Boeing 737 à Air France comme copilote, puisque donc la carrière d'un pilote de ligne, elle commence d'abord comme copilote dans une grande compagnie comme Air France, qui a une flotte qui couvre autant de moyens courriers que de long courrier. On va commencer sur le moyen courrier, c'est-à-dire que ça fait un rayon d'action à peu près comme l'Europe. J'ai accepté, parce que moi aussi la curiosité m'a beaucoup guidée dans mon parcours, continue d'ailleurs, un détachement à l'Aéropostale. Donc là, j'étais raccord avec mes amours littéraires. J'ai fait 3 ans d'Aéropostale, transporter du courrier, des passagers. Donc j'ai eu l'impression de retrouver effectivement le vol de nuit et puis un peu le cœur de mon métier, à faire du cargo. Et ensuite, je suis passée sur long courrier, sur Boeing 747-400. Voilà, qui était, moi, c'est ma machine préférée. J'ai fait 380. Et ensuite, je suis passée commandant de bord. Donc, la différence, donc une fois qu'on a fait une carrière de copilote, on a l'ancienneté et l'expérience suffisante, on peut postuler pour être commandant de bord. La différence, c'est que là, on a vraiment en charge les responsabilités, les décisions et aussi l'équipage. Et ça, c'est la grande découverte de ce métier parce qu'on veut voler. Super, on vole. Il y a tout le métier autour, hein, c'est un métier. Et le travail en équipage, c'est une découverte fabuleuse. Travailler avec les autres, pas seulement pour les diriger, mais les guider aussi, et recevoir ce qu'ils sont capables de nous apporter pour améliorer la mission. Et en l'occurrence, dans mon métier, dans le tien, c'est pareil, c'est la sécurité des vols. Donc ça, c'est une très belle découverte. Et c'est un métier à part entière aussi. Voilà. Et donc là, actuellement, je suis sur Boeing 787. Donc je suis passée commandant de bord sur A320. J'ai fait 11 ans avec aussi 5 ans d'instruction. Là, je suis revenue depuis 2 ans et demi sur long courrier, donc sur Boeing 787. J'ai vu que vous avez fait un simulateur 767, hein, c'est ça? Voilà, donc le 787, c'est le dernier né Boeing. Le cockpit est à peu près identique au 777. C'est un triple 7. Oui, c'est ça, un triple 7. Hein. Le cockpit est à peu près le même, puisqu'on a la même qualif, c'est la même qualification pour les pilotes. Hein. Tout simplement, on a beaucoup d'innovations technologiques, notamment avec tout ce qui est électrique et aussi au niveau des réacteurs, qui sont très performants, ce qui nous permet aussi de jouer une belle carte pour le développement durable. Voilà, et je recommence aussi un mandat d'instruction donc pour instruire au niveau des qualifications sur mon avion et des maintiens de compétences. Voilà. Et donc, je m'engage aussi, autant que faire se peut, pour transmettre cette passion pour les jeunes filles aussi, parce que nous, alors à Air France, quand j'ai été recrutée, on était 5% de femmes.
Donc, moi, quand j'ai fait ma formation, on était une femme sur 20. Donc, chaque promo de 20 avait sa fille. C'est bien fait. Maintenant, on est 9%. On peut dire que ça a quasiment doublé, c'est du positif. Mais voilà, en 30 ans, ça n'a pas beaucoup augmenté. Et là encore, au recrutement, parce qu'Air France là, fait des recrutements, ce qu'on appelle pilote cadet, donc sans expérience de vol. Il y a environ à peu près 13%, enfin celui de 2018, c'était ça, 13% de jeunes filles qui se présentaient, ce qui fait peu. Et ce qui est rassurant, c'est qu'il y a le même pourcentage de réussite chez les jeunes filles. Donc rien n'empêche les jeunes filles de se présenter, si ce n'est en fait l'envie de faire ce métier. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, du coup, certains d'entre vous me connaissent, que j'ai eu en cours. Donc moi, j'ai un parcours différent, mais ce qu'on peut retrouver, c'est les deux choses dont on parlait, c'est un peu l'autocensure et la confiance en soi. Bon, moi, j'ai grandi dans un petit village où bon, l'aéronautique, c'était pas trop, c'était plutôt le tracteur et voilà, donc c'était pas forcément avion. Et à 14 ans, mes parents m'ont payé un baptême de l'air. Donc ça a été un peu le premier déclic. Je me suis dit, ouais, je veux faire pilote, ça a l'air génial. Sauf que, bah, mauvaise rencontre, la conseillère d'orientation de notre école nous fait passer tout un tas de tests et me dit, mais non, bah, tu vas pas faire pilote, il y a trop de trucs à apprendre par cœur, vaut mieux faire ingénieur. Oui, c'est vrai, il y a moins de trucs à apprendre par cœur. Donc, au lycée, bon, j'ai quand même continué avec le BIA et le PPL, et j'ai passé les concours pour l'IPSA. Aucun regret parce que l'IPSA, c'est une super formation. On est tout de suite ancré dans l'aéronautique avec toutes les associations qu'il y a en plus aujourd'hui. Donc, moi, j'ai vraiment apprécié mes 5 ans à l'IPSA. Donc, j'ai été diplômée en 2015. À l'issue, donc j'ai travaillé 4 ans chez Asim Simulator pour des simulateurs d'avion pour la formation initiale des pilotes. Donc, tout ce qui est PPL, CPL, vol aux instruments. Donc, pendant 4 ans, j'étais dans ce monde de simulateurs. Je pilotais tous les jours, mais des simulateurs. Et j'étais en contact avec beaucoup d'acteurs donc du monde de la formation des pilotes. Et donc, tous les jours, j'avais un peu ce « Ah, c'est génial d'être pilote ». Et moi, j'étais devant mon ordinateur. Et donc, j'ai tenu 4 ans. Et un été, je suis partie faire ma qualif hydravion. Et en revenant de cette qualif hydravion, je suis retournée devant mon ordinateur et j'ai tenu 3 semaines et ensuite j'ai démissionné. Je me suis dit non, moi je veux faire mon ATPL, donc je me suis lancée. Donc justement, je me suis dit que c'était plus simple de consacrer tout mon temps à l'ATPL plutôt que de le faire en continuant à travailler. Donc ça, c'était, en plus, c'est bien tombé, c'était en décembre 2019. Et donc, donc j'ai quand même passé mon ATPL, donc ça a été un peu bouleversé avec le Covid qu'on connaît. En parallèle aussi, j'ai commencé à donner des cours à l'IPSA, parce que bon, rester à étudier l'ATPL, c'était bien sympa, mais avoir le contact avec les étudiants, donc c'est là où j'ai commencé donc en 2020 à travailler pour l'IPSA, commencer à donner des cours d'aéronautique. Et depuis, j'ai continué parce que j'aime toujours autant que ça. Et donc, j'ai passé l'ATPL, j'ai passé le reste de mes licences donc, chez Aéropyrénées en modulaire. Donc, donc on peut soit faire en modulaire, donc ça veut dire on a le PPL et puis on passe chaque licence au fur et à mesure à part, on va dire. Puis à la formation intégrée. Donc là, c'est le packaging complet qu'on passe tout en même temps. Si vous voulez, je pense qu'il y a d'autres présentations sur les formations pilotes si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus. Donc moi, j'ai fait en modulaire, j'ai passé toutes mes licences une par une.
Et bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a toujours des gens qui te disent bah non, tu vas pas faire ça. Donc là, il faut savoir en effet s'écouter, continuer à se motiver. Et c'est vrai que là, l'élément le plus motivateur, c'est soi-même. Moi, à ce moment-là, j'avais passé le cap de l'autocensure. Justement, je m'étais dit, voilà, non, je veux faire ça. Et ça y est, c'était parti dans ma tête. J'avais disjoncté, je pensais. Et c'était parti, j'étais motivée pour faire ça. Et au final, c'est un peu la plus grande barrière à franchir de se dire, non, je veux le faire. Donc, au final, les 14 modules de la TPF, je les ai passés, les licences aussi. Et là, tous les autres commentaires que j'ai pu avoir sur notre prépa, ils étaient loin derrière. Donc, j'ai fini mes licences en juin 2021. Et en octobre 2021, donc j'ai été embauchée chez Oyonnax. Donc là, pour parenthèse, c'est bien aussi d'avoir une deuxième formation à notre cursus. Donc, pour ceux qui veulent faire pilote après l'IPSA, moi, ça m'a aidé d'avoir été ingénieur avant parce que donc, je travaillais dans la simulation. Et là, Oyonnax m'a recruté aussi pour être pilote, mais pour aussi gérer les simulateurs qu'on a. Donc, on a fait nos propres formations sur le simulateur. Donc, j'ai aussi cette tâche au sol où je m'occupe des simulateurs. Donc, ça m'a aidé d'avoir le cursus ingénieur. Et donc, chez Oyonnax, donc, on est une compagnie française privée. On a une base à Lyon et une base à Paris. On exploite 2 types d'avions. Malheureusement, on voit qu'un petit bout là. Donc, on a des Cessna Citation Mustang. Donc, c'est des petits jets d'affaires 4 places. Donc, on les exploite. Donc, les Mustangs, c'est pour le transport d'organes. Donc, en fait, on a le contrat des transports d'organes pour les hôpitaux hors Paris, donc tous les hôpitaux en France. Donc, quand il y a une greffe qui est prévue, nous, on va aller chercher l'équipe des chirurgiens pour les amener prélever le greffon et ensuite faire le retour, les redéposer pour qu'ils puissent faire la greffe. Donc, ça se fait sur le petit jet. Donc là, on voit en fait, c'est toutes les glacières où on met les greffons. C'est des glacières un peu comme des livreaux, des glacières vertes où on met les organes. Donc les Mustangs, c'est pour le transport d'organes. Et donc, on a les Piaggio P180. Donc, on va un petit peu de photos d'avion, mais c'est celui-là. Donc, c'est des avions italiens où on a 8 places dedans. C'est des avions, c'est ceux qui ont des moustaches et des turboprops à moustache. Et donc, ceux-là, on les utilise majoritairement pour le rapatriement sanitaire. On travaille avec les assurances. Et donc, quand les gens partent en vacances, se font mal, donc on va les récupérer, les ramener à la maison. Donc, notre zone de mission, on va dire, c'est toute l'Europe et le Maghreb. Donc, ça fait des destinations plutôt sympas et c'est jamais les mêmes, en fait. Nous, on n'a pas de vol programmé. Ça va être, il y a un blessé à aller récupérer à Oran. On va à Oran, on ramène à Brest. Et puis après, on rentre à Lyon. Donc, voilà. Donc, là, on a l'avion, on peut mettre jusqu'à 2 civières dedans. Donc, on part toujours avec 2 médecins et puis, selon le nombre de patients, soit un patient, un accompagnateur, soit 2 patients dans l'avion. Donc, voilà, 50% de notre activité, donc c'est les vols organes. On va dire qu'on a 5% de vols passagers VIP, mais c'est vraiment pas la majorité. Et puis ensuite, le rapatriement sanitaire. Donc voilà, j'aime ce côté de ce métier parce que donc le rapport avec les gens, que ce soit au sol, ou même les médecins, ou les gens qu'on amène, les patients, il est complètement différent. La plupart, c'est des gens qui n'ont jamais pris l'avion, ou jamais monté dans un jet, donc ils sont tout de suite assez émerveillés. Je trouve ça sympa d'avoir justement ce lien avec les gens et puis continuer à piloter. Donc nous, on est double qualifiés, on peut piloter les 2 avions. Ça a des avantages et aussi des inconvénients. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut partir à toute heure de la journée ou de la nuit sur n'importe quelle machine. Vous êtes de réserve tous les jours? Ouais. Donc, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va être appelé, sur quelle machine, sur quelle mission. Ça peut être juste SAMU, l'organe. Donc, j'aime ce côté humanitaire. En plus, c'est un prévu. Donc, voilà, je suis contente de ce que je fais aujourd'hui. Je suis contente d'avoir passé ce cap, en fait, de m'être dit, non,
je peux faire pilote. Et puis, je suis contente aussi de garder un peu la casquette ingénieur avec le simulateur et puis de continuer à rencontrer des étudiants merveilleux à l'UST. Compagnie aérienne, c'est aussi les pilotes qui étaient ingénieurs, ils peuvent avoir des postes de chargé de mission, travailler avec les constructeurs. Maintenant, on en a plusieurs chez nous qui ont double casquette, donc pour gérer la qualité, par exemple, donc c'est des pilotes qui ont fait la formation qualité à l'ENAC aussi. Donc ça aide quand même, justement, les petites boîtes, elles sont assez friandes de cette double tâche. Ils savent de quoi ils parlent. Ouais. Exactement. On avait juste quelques petites questions. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti une différence de voler au féminin. Si vous avez des exemples, on en a déjà parlé avec l'armée surtout. Et si dans le cockpit, par exemple, vous avez déjà vu des situations un peu. Donc justement, le 8 mars, on avait mis en place à France des vols entièrement féminins. Ouais. Et les hôtesses aussi, uniquement femmes. Et c'était de belles expériences. Bon, c'est vrai que les gens qui font ces vols, ils sont motivés. Déjà, ils sont volontaires. C'est vrai qu'il y avait un certain apaisement, solidarité. Parce que c'est plutôt rare. Déjà, entre pilotes, on a une chance par an de voler ensemble, souvent combien, enfin, ça dépend des secteurs. On est dans une petite division. Bon, c'est vrai, 9% de femmes pilotes, mais on n'est pas beaucoup. Au niveau du travail, moi j'ai toujours été habituée, comme vous, dans toutes mes études, à être minoritaire, entre guillemets, à être entre 10%, 20% maximum de filles. Donc en fait, on est habitué à être avec des garçons tout le temps, donc ça ne pose pas de problème. En fait, on se rend compte, moi je me suis rendu compte en rentrant dans le monde du travail, que la réciproque n'était pas acquise, c'est-à-dire que plus les hommes qui avaient peut-être du mal à se comporter avec des femmes à niveau égal, parce qu'ils n'étaient pas habitués du tout. Donc effectivement, dans les situations d'instruction, on a pu voir que ça pouvait y avoir des ajustements. Et dans le cockpit, oui, à partir du moment où il y a une relation hiérarchique, l'homme qui est en position hiérarchique peut avoir un peu plus de mal à se comporter avec la femme. Ce que je veux dire, le fait de passer moi commandant de bord, ça a complètement aplani toutes ces difficultés potentielles. Voilà. À partir du moment où on passe chef soi-même, forcément, c'est beaucoup plus facile. Mais dans les débuts, je suis en train de lire un livre sur l'histoire des pilotes, femmes pilotes indiennes, parce que ce sont les champions du monde du nombre de femmes pilotes. Ils ont 15% de femmes pilotes en moyenne, et il y a des compagnies qui ont 30% de femmes pilotes. Ils ont eu Air India, une femme chef pilote, une femme CIO, qui était une ancienne pilote. Et dans les débuts, elles se sont vraiment battues. Les hommes ne voulaient pas voler avec elles, et quand elles passaient commandant de bord, encore moins. Mais il n'y avait qu'une seule femme pilote. En plus, il y a une forte dimension culturelle asiatique. Oui, aussi. Donc la dimension culturelle, elle est énorme. Et dès qu'on arrive à un niveau de responsabilité, un niveau hiérarchique assez élevé, on sent que c'est le fameux plafond de verre. La première femme pilote d'Air France, Danielle Descuré, il y en a qui ne voulaient pas lui adresser la parole dans le cockpit. Et moi, j'ai vu ça encore quand j'étais copilote long courrier. Il y a un commandant de bord qui ne parlait pas aux pilotes féminines. En ce moment? Non, quand j'étais, il y a une quinzaine d'années. Il y a eu des situations. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai jamais eu de friction parce que j'ai toujours pensé que la communication, il ne faut pas hésiter à s'en servir. En fait, la communication était là pour désamorcer. Mais effectivement, ça fait un terreau de perte de confiance.
ça m'est arrivé de croiser des femmes pilotes qui avaient des pertes de confiance parce que elles n'avaient pas la confiance de leur du commandement, de leur collègue. On espère que tout ça bouge parce que ça se fait aussi dans la société. Hein. Chez Air France, il y a des chartes anti-harcèlement et il y a un gros travail qui est fait là-dessus. Et effectivement, il y a beaucoup d'opérations de vol complètement féminin. Et alors par contre, il y a une chose qui est constante, c'est le regard des passagers sur les femmes pilotes, qui est très souvent toujours un passager qui est surpris, qui fait une réflexion. C'est vous alors ça, c'est une constante, donc c'est-à-dire que la société, elle met quand même du temps. Il y en a beaucoup qui sont très contents, par contre. Et de plus en plus. Voilà. Il y a les deux. Il y a vraiment encore de la surprise. C'est un espace différent, c'est bien sûr. Là-dessus, moi, j'ai plein d'anecdotes. Je prends le cas, par exemple, donc j'ai fait des circuits touristiques entre le Mont-Saint-Michel et Perros-Guirec tous les week-ends pendant une saison estivale. Et j'ai souvenir d'un passager qui arrive. Alors, des passagers, j'en ai eu des centaines et des centaines. Et je me souviens qu'il y a un monsieur qui arrive et qui s'adresse à la personne qui fait l'accueil client, qui prend les billets, etc., qui est l'agent sol. Et cet agent sol, il avait un polo avec le logo de la société. Et moi, j'étais dans ma tenue de commandant de bord. Et donc, c'était la première rotation. Donc, j'étais au sol à accueillir les clients. Et il s'adresse à Pierre et il commence à parler. Alors, c'est vous qui nous emmenez en vol, etc. Bonjour, monsieur. Non, c'est madame, c'est Béatrice. Alors, quel circuit on va faire? Et il continuait à parler à Pierre. Et après, il lui dit non, mais t'aurais pas dit, la Béatrice, elle est habillée, c'est elle la commandante. Moi, je la regarde et je fais. Vous pensez que c'est un déguisement, monsieur Et puis, bah voilà, après tout s'est bien passé. J'ai une autre anecdote plus, comment dire, vraiment, celle-là, elle est croustillante. Quand j'ai travaillé sur le chantier, la ligne TGV, donc je faisais l'organisation des visites du chantier au sol et en vol. Et je parlais des Singapouriens. C'était une délégation, donc on va dire, du ministère des Transports singapourien qui venait en France et qui était accueilli en fait par Vinci, par la direction, par une filiale de Vinci. Et donc il y avait eu le banc et l'arrière-banc. Et puis j'avais organisé donc le survol du chantier. On était à 2 appareils et on faisait 2 rotations d'1 heure pour leur montrer le chantier en vue aérienne. Et donc j'avais à chaque fois avec moi un ingénieur qui expliquait. Parce qu'au début, je m'étais dit, oh, ça va être facile, moi je le connais le chantier, je le fais. Non, on est pilote, on est avec la tour de contrôle, on fait son job et on laisse les ingénieurs parler technique du chantier. Et donc, à la suite de ça, j'écris à les personnes qui vont bien pour expliquer toute l'organisation, etc. Et notamment une personne qui était en charge du groupe et qui allait être la personne qui allait être avec moi pour faire l'explication du chantier. Mais lui ne savait pas que je pilotais. Et donc, il me voyait en tant que j'ai la communicante du projet. Sauf que, arrivé à la visite aérienne, j'étais sur le tarmac avec mon collègue pilote de la compagnie, tous les deux en tenue, avec nos 2 Jet Ranger à l'arrière. Et donc, j'accueille le groupe. Welcome, I'm very proud to welcome you here, etc. Et je commence à parler. Et après, j'explique donc pour la répartition. Voilà, ce groupe-là va avec monsieur et ce groupe-là vient avec moi. Et donc, Jean-Pierre, je lui dis, Jean-Pierre, on y va. Et là, il s'approche vers moi et me dit, oh, la Béatrice, c'est extraordinaire. Tu as une compétence incroyable. Tu es même allée jusqu'à porter le tenue de commandant pour nous accueillir. Et j'ai dit, mais pourquoi? Tu crois que je joue mon rôle de communicante, là c'est un déguisement. Et là, il commence à se figer. Je dis, ouais, c'est moi qui vais piloter. Non, c'est pas vrai. Si. Alors, regarde-moi bien dans les yeux, regarde ma famille, sans moi, tout va bien se passer. Et quand je me suis posée, le premier groupe est parti et on allait accueillir un deuxième groupe, j'ai dit, ça va, t'as pas eu peur? Oh, c'était génial, évidemment, on recommence. Et jusqu'à ce stéréotype-là, qui est que
ne me voyant pas autrement que communiquant dans la société, j'étais forcément avec un déguisement pour les accueillir. Donc, pour dire que les stéréotypes ou le cerveau n'est pas capable, selon les cas, de switcher. On est tous conditionnés. On est tous conditionnés. On est tous conditionnés. Et j'ai une autre anecdote. C'était des baptêmes de 5 minutes. Alors, les baptèmes de 5 minutes, c'est dans des... On aura de moins en moins aujourd'hui avec les, comment dire, les restrictions de vol et dues à l'environnement, la préservation de l'environnement, mais de grandes fêtes agricoles où vous avez agricoles ou autres qui se passent l'été et vous avez des rotations de 5 minutes, donc de passagers. Et j'ai souvenir de plusieurs femmes montées à l'avant qui regardaient absolument pas à l'extérieur, qui me regardaient moi. Et j'ai une femme qui, à la fin, pleurait. Elle me prend la main. Alors, moi, j'avais les mains sur les cornes, se retournant. Et elle me regarde, elle pleure. Et elle me dit, Madame, vous êtes un espoir pour ma fille. Et elle s'en va. J'ai une autre femme, c'était une Brésilienne. Elle est venue me voir après. Elle m'a couru après. Elle était restée. J'ai fait mes rotations. Je me pose à l'arrêt moteur. On fait l'avitaillement. Elle vient me voir. Et elle me dit en anglais, j'ai rêvé toute ma vie de monter en hélicoptère. Et vous avez sublimé ce rêve parce que vous êtes une femme. Ça, c'est la plus belle des récompenses que l'on peut avoir. Et je dirais que moi, aujourd'hui, dans mon métier, bien évidemment, il y a la passion du pilotage, mais c'est le fait de partager et c'est le fait de voir ses yeux scintiller auprès des passagers qui, eux, vivent une émotion extraordinaire. Et si, quelque part, pour certaines des personnes, le fait d'être une femme peut accompagner cette émotion en disant « c'est possible », ben, je pense qu'on est tous à notre place. Vraiment. J'ai le sentiment qu'il y a souvent plus une différence au sol. Quand on est au sol, pas forcément dans le cockpit. Un homme ou une femme à côté, il n'y a pas trop de différence. Dans le cockpit, c'est souvent au sol par les intervenants au sol, c'est comme dans l'avion, ou alors pire quand on vole à un équipage entièrement féminin, parce qu'on a 2 commandantes de bord chez nous. Donc quand c'est un équipage complètement féminin, tout de suite, c'est pas de la méchanceté ou quoi, mais ah, 2 femmes, c'est vous qui pilotez? Bah ouais. Et puis on est contente de voler entre filles. Mais ça reste indifférent. Parce que c'est des métiers qui sont connotés encore très masculins, donc ça c'est vraiment une empreinte culturelle. Puisqu'il n'y a aucune raison, moi, dans ce que je fais, il n'y a rien de particulièrement masculin qui justifierait que ça s'adresse plus à un homme qu'à une femme, si ce n'est cette image du pilote, que ce soit Mermoz, Saint-Exupéry, c'est toujours des figures masculines. Donc c'est vrai que en tant que femme, on se dit que ça une donne forcément pour des hommes. Et donc la deuxième pensée, c'est puisqu'il n'y a pas de femmes, c'est que ça doit être super dur pour une femme. Et c'est vrai que l'association des femmes pilotes fait un travail remarquable pour remettre à l'honneur des femmes pilotes qui ont dont on n'entend pas parler, mais qui ont eu des destins, on va dire, aussi glorieux que ceux des héros de l'aéropostale ou des héros de la guerre dont on entend parler plus facilement. Oui, c'est ça. Quand on disait on est tous conditionnés, il n'y a que 2% des noms de rue qui sont des noms de femmes. Et c'est très difficile à changer un nom de rue parce qu'il faut changer l'adresse de tous les habitants de la rue. Donc on arrive à nommer des squares, des petites rues de nouvelles cités. Et il y a encore du travail un petit peu dans l'air du temps quand même. On a des hommes dans l'association qui s'occupaient de l'histoire de l'aviation. Et d'un seul coup, ils ont découvert qu'il y avait des femmes pilotes dans l'histoire. Et là, il y en a quelques-uns, ils font plus que ça, parce qu'ils ont d'un seul coup trouvé des histoires passionnantes. Des femmes qui avaient construit leurs avions, même pour les frères Wright, leur sœur,
La sœur Wright, on n'en a jamais parlé, mais c'est elle qui a conçu tout l'entoilage et elle a piloté un peu avec eux. Il y en a certaines qui n'avaient pas le droit de le piloter pour le tester. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, on a un prof d'histoire qui s'est spécialisé dans l'histoire du rôle des femmes dans la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a eu les WASP aux États-Unis, dont il y avait Marilyn Monroe. Évidemment, Marilyn Monroe, on en parle comme une femme pulpeuse, jolie. Est-ce qu'on va parler de ses qualifications de pilote? Elle était brune d'ailleurs. Et il y avait donc des femmes, une unité, bon, elles n'avaient pas le droit de combattre, mais elles ont fait les convoyages, elles ont fait les transports de militaires, les évacuations sanitaires. Et elles pilotaient 80 avions différents. Et comme disaient leurs instructeurs, l'avion, lui, il ne sait pas qu'il est piloté par une femme. Et pourtant, à la Ferté-Alais, qui est quand même un musée volant avec des vieux avions, dont l'avion d'Adrien Volant, il n'y a qu'une femme qui pilote. Et j'entends encore aussi, c'est pas des avions de femmes. Ouais. Alors qu'à l'époque, même des petites femmes, elles ont piloté tous ces avions qui paraissent toujours un peu impressionnants au niveau des commandes de vol, etc. Il n'y a pas de raison. De toute façon, l'avantage de l'aéronautique, c'est de prendre le meilleur des hommes et des femmes. Hein. Vous êtes tous là pour ça. Unir les qualités. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui ont envie de piloter ou qui ont déjà commencé? Levez bien haut quand on voit. Et les garçons aussi, bien sûr, hein, soyez pas timides. Super. Et qui veut vraiment faire son métier? Je vous félicite de faire ingénieur d'abord, c'est bien. Ouais. Moi, j'ai un peu chanté là-dedans. C'est vraiment un plus. Et il y a de grands défis donc, pour l'aviation de demain avec l'aspect environnemental. Et il faut 25 ans pour certifier un avion. Donc, il y a du travail. Le 380 était en avance, peut-être. Il aurait fallu qu'il soit fait en matériaux plus légers, mais bon, maintenant, il y a une étude de l'avion hydrogène sur le 380. Est-ce qu'on leur laisse Est-ce que vous auriez des questions sur... Il en faut un pour se lancer. Oui, c'est toujours la première question. La première est difficile. Et est-ce qu'il y en a qui ont envie d'être astronaute? Ah oui. Il n'y a pas de questions, c'était suffisamment clair. J'ai encore fait des questions. C'est d'abord la formation, bien sûr. Donc là, il y a les mêmes pourcentages qu'en école d'ingénieur ou pas? Non, nous, c'est en école d'ingénieur, je pense qu'on était 5%. Ah, on est beaucoup. Non, à 18. C'était 14. C'était 14. Ah oui. En formation. 14, Et on demande sur de... Alors, là, la France, en fait, on plafonne à 9%. 9%. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais justement, la France est engagée auprès des lycéennes aussi, par l'intermédiaire d'associations, pour essayer de promouvoir les sciences. Parce que, en fait, à la base, il y a quand même au lycée, de toute façon, vous l'avez tous vu, au lycée, les jeunes filles se désintéressent des sciences assez rapidement. Et arrivé au bac, dans les filières scientifiques, il y a beaucoup moins de jeunes filles
Donc, espérer, donc forcément, dans les métiers d'ingénieur, je crois qu'il y a moins de 30% des femmes, moins de 30% de femmes dans les métiers d'ingénieur. Et donc, là, pilote, c'est pareil. Alors, pour en revenir à l'Inde, d'ailleurs, j'avais vu au campus à Hyderabad, où il y a des salons aéronautiques tous les ans, un stand de l'IPSA, je ne sais pas si vous faites toujours. Oui, absolument. Je suis allée dans notre association, nous avons une jeune femme d'origine indienne qui a fait Polytechnique et super-héros, et comme boursière. Et on est allé voir des startups. Maintenant, elle est dans une startup pour fabriquer un engin pour aller sur la Lune. Et on est allé à Bangalore voir des jeunes startups indiennes. Et ils avaient déjà 38% de femmes dans leur startup. Et le patron leur a dit il faut que vous preniez 50% de femmes parce que dans les classes, alors là-bas, il y a une grosse tradition scientifique en Inde, peut-être pas dans les petits villages, mais dans les écoles semi-privilégiées, bon, maintenant il y a une classe moyenne. Et il y a plus de 50% sont des femmes dans les classes scientifiques. On est intervenu aussi dans des écoles. Et donc, il dit, il faut prendre les cerveaux où ils sont. Vous mettez 50-50 pour la start-up. C'est intéressant de voir comment ils travaillent. Ma question, c'était plus sur la décarbonation du secteur. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez développer, parce que nous, on est l'IPSA et société à mission, on travaille beaucoup sur les enjeux de C'est aussi la survie de notre métier, notre activité. Hein. Alors moi, je parle pour Air France qui s'est engagé à l'horizon 2050 à zéro carbone, ce qui est très ambitieux. Et déjà une réduction de 30% pour 2030. Avec le renouvellement de la flotte, déjà, les avions de dernière génération, donc la 350, le Boeing 787, et sur moyen courrier, il y a toute une flotte de 220 qui remplace progressivement les A320. Et donc, ça, c'est pour jouer sur tout ce qui est consommation économique de carburant, que ce soit par la légèreté des appareils, par les réacteurs qui ont des rendements supérieurs. Donc là, ça va générer environ 20 à 30% déjà d'économie de carburant. Ensuite, il y a un autre poste qui va être incontournable, c'est ce qu'on appelle le SAF, c'est les Sustainable Aviation Fuel, c'est les carburants, les éco-carburants, faits à partir d'huile recyclée. L'inconvénient, c'est que ça fait plus cher. Voilà. Et ensuite, il y a un dernier levier qui nous concerne plus particulièrement en tant que pilote, ça va être les trajectoires, l'optimisation des trajectoires. Donc là aussi, c'est un gros levier qui va permettre d'économiser bien au moins 10% de carburant. Et il faut savoir qu'une réduction en fait d'1% de carburant, ça correspond 1% par an, ça correspond à 45 000 tonnes de fuel pour Air France économisé. C'est énorme. Et une tonne de kérosène, ça dégage 3 tonnes de CO2. Donc en fait, l'enjeu, il est quand même important, même si au niveau du transport aérien, ça ne représente que moins de 4% des émissions de CO2 globales. Donc on voit que notre part dans les émissions de CO2, elle est plus faible que le transport routier, par exemple. Néanmoins, c'est visible, ça existe. Et en plus, avec l'augmentation, parce que les spécialistes tablent quand même sur l'augmentation du transport aérien, on voit bien que cette proportion va être amenée à augmenter. Mais avec la guerre en Ukraine, c'est terrible, les déviations de trajectoire pour éviter la Russie. Ah oui, ben là, nous, pour Tokyo, c'est bien. Effectivement, nos vols Tokyo qui traversaient la route directe, c'était la Russie. Donc là, on est obligé de faire le tour, de passer par dans la route sud de la Russie. Et pour le retour, on passe par l'autre côté, voilà, par le détroit de Bering. Et
parce que face à l'ouest, on continue, voilà. On a pour presque 15 heures de vol pour rentrer de Tokyo. C'est horrible. Donc on est quasiment 2 heures de plus qu'avant. Là, on a les avions pleins. Bon, la consommation, elle a dû en prendre un. Donc moi, sur le Boeing 787, sur vraiment un long courrier comme ça, la consommation par passager au 100 km, pour amener ce que vous faites dans votre voiture, elle est à peu près de 2,5 litres de fuel au 100 km par passager. Sur un vol long courrier entre 10 et 12 heures. Ça, Ce qui est, enfin, c'est vraiment du transport en commun. Oui, on va dire. mais en fait, BP avait fait une étude en disant que l'aviation commerciale consommait 14% de tous les carburants, enfin, hors bateau, en France. Mais depuis 7 ou 10 ans, parce que même si le transport aérien a augmenté, il a consommé de moins en moins. Voilà, c'est ça. Grâce à toutes ces innovations technologiques. C'est vraiment, c'est les innovations technologiques qui vont nous amener à réduire, voire annuler, si c'est possible, les émissions de CO2. Il faut y croire. Enfin, moi, si je peux faire juste une incise sur ce sujet, c'est que on va pouvoir pitcher devant des investisseurs et autres aussi sur ces thématiques-là. Ils écarquillent tous les yeux parce que c'est évidemment pas l'information que l'on reçoit. Je parle à une communicante. Vous savez que quand on a quelque chose à dire de négatif ou on est en colère, on va le dire à 10 personnes. Quand on a quelque chose de positif à dire et qu'on veut le partager, on va le dire en moyenne à 4 personnes. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui veulent être en lutte ou dénoncer ou critiquer vont porter leur voix beaucoup plus haut et fort alors qu'elles sont vraiment en minorité. Donc, ce qui veut dire que, et face à d'autres personnes, la majorité, c'est la majorité silencieuse qui ne parle pas. Donc, aujourd'hui, médiatiquement, on a l'impression, je baigne dedans tous les jours, on a l'impression que c'est véritablement l'aviation qui est le bouc émissaire des gaz à effet de serre et que c'est l'activité, le secteur à abattre. Comme le disait Laurence, ça représente que 4% des gaz à effet de serre mondiaux. La France ne représente que 1% des gaz à effet de serre du monde. Donc, vous rapportez ça à l'aviation, en zone code maltaillé, vous voyez que c'est très, très petit. Et pourtant, dans tous les discours, on entend que c'est l'aviation qui pollue le plus. Moi, j'ai fait plusieurs activités, j'ai fait la fresque du climat, etc. Le discours qui a été tenu à l'issue, je trouve l'exercice extrêmement pédagogique et très bien fait. Le discours, les échanges qui ont été tenus derrière, c'était faites du vélo et arrêtez de prendre l'avion. Donc, aujourd'hui, vous êtes dans une activité où vous pouvez être confronté, je pense que certains d'entre vous ont été confrontés parfois à ce regard un peu critique qui peut vous être adressé en disant tu n'as pas choisi la bonne filière. Moi, le conseil que je vous donne, c'est sachez défendre votre activité en remettant l'église au milieu du village. Quel impact carbone a le secteur de l'aviation avec des chiffres qui sont scientifiques? Et ensuite, que, comme l'a dit Laurence, il y a énormément de choses qui se font aujourd'hui pour décarboner l'activité. Oui, c'est pas une raison pour... Voilà, il faut le faire. Et le secteur s'est engagé et est un des secteurs les plus dynamiques en la matière. Et donc, il ne faut pas avoir peur, ça, de le dire. Et puis, comme toujours, c'est pas juste de la parole, il faut apporter des preuves. Et donc, dire, voilà les initiatives, voilà les engagements, voilà les choses qui se font. Et c'est ainsi multiplié par le nombre de personnes qui a cette connaissance-là et qui a envie de parler de façon très, objective du sujet, où on arrivera à contrecarrer la vindicte d'un certain nombre d'accusateurs pour réduire l'aviation au sol. Donc là-dessus, moi, c'est le conseil, là, c'est la communicante qui parle, c'est vraiment, ne soyez pas gênés ou ne soyez pas juste passifs par rapport aux critiques qu'on pourrait vous faire
sur la filière des études et votre métier plus tard, ayez les informations qui vous permettent d'assumer ça et de remettre encore une fois l'église au milieu du village. C'est extrêmement important. Parce que moi, je rencontre des personnes qui sont dans le milieu aéronautique qui ne le disent plus, de peur de se voir rendre une réflexion. Oui, bon, bah lui, voilà, lui, il est politique. Hein. Mais c'est une haute technologie, l'aviation, qui tirera les autres technologies vers le haut, vers l'évolution. Exactement, parce qu'on a pas il y a des moyens pour la recherche, puisque en aviation, les pièces sont triées l'une sur 5, enfin, tout est de haute qualité, donc ça ne peut que tirer le reste vers le haut. On peut mettre en avant aussi. Oui, parce qu'effectivement, ce secteur n'a pas le choix. Donc, il va forcément aller plus vite que les autres. Et il sera un fer de lance extrêmement puissant. Mais ça, c'est l'avenir qui nous dira. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va continuer, on va vous aider. Une question, vous savez? Oui. Parce que moi, je veux d'abord qu'il y ait un ingénieur. Alors, pour les bourses de l'Association française des femmes pilotes, pour la bourse de 3 000 € professionnelle, il n'y a pas de limite d'âge. Parce que c'est exactement, on s'est aperçu qu'il n'y a pas d'âge. On pourrait faire aussi pour la bourse, on donne des bourses de 1 000 € pour le pilotage privé. On a eu et on fait un rassemblement des femmes de l'air tous les ans sur un terrain différent avec une marraine. On a eu une marraine qui avait 70 ans, qui a appris à piloter les autogires à 70 ans. Parce que son mari en faisait, elle le suivait, elle en avait marre de l'attendre. Et depuis qu'elle a appris, elle n'a plus jamais arrêté, elle adore ça. C'était dans l'Est. Et notre prochain rassemblement des femmes de l'air, c'est 23-24 septembre, Orléans, Saint-Denis-de-l'Hôtel. Donc c'est la ville où il y a Donnery à côté où est née enterrée Adrienne Bolland. Il y aura une pièce de théâtre sur Adrienne Bolland. Des avions vont venir de toute la France avec au moins une femme élève pilote ou pilote dans l'avion. Des femmes pilotes militaires aussi. Et les hommes sont bienvenus pour faire avec nous. C'est un événement dans le cadre de la fête de l'aviation. Fête de l'aviation, forum de l'emploi. Il y aura toutes les écoles et puis les armées et entreprises aéronautiques. Donc vous êtes les bienvenus. On a une soirée de gala avec la marraine. Alors d'ailleurs cette année on a à nouveau une marraine de 70 ans qui est championne de parachutisme. Elle a inventé le PSV, pilotage sous voile, une discipline au maintenant championnat de France et du monde qu'elle a mis en place. Et les gens ils se posent sur un plan d'eau et il y aura ça. Et elle est aussi pilote d'avion et de montgolfière. Elle a sa propre montgolfière. Wow. Elle arrête jamais. Vous aviez quelques slides, vous pouvez les passer avec des photos. Ah, c'était sur l'Ouzbékistan parce que j'avais fait les camps cosmonautiques en Ouzbékistan. Ah oui. Donc, ça c'est Aude Le Mordant, championne de voltige, elle a été notre marraine à Besançon pour les 50 ans de l'association. Next. Voilà, c'était notre rassemblement des femmes de l'air à Besançon. Il y a aussi donc des baptêmes de l'air, des avions statiques, des ateliers. Un peu. On va faire un atelier d'entoilage aussi pour les constructeurs d'avions, mais ça c'est pour les vieux avions. À Logne, 1er 2 avril. Next. Alors ça, donc, c'est les bourses de pilotage sportif dont je parlais, c'est pour les moins de 25 ans. Mais professionnels. Il y en a plein, là. La majorité. Donc, on les lance au mois de mai. Et donc, il y a un dossier où la motivation compte beaucoup, le projet, les projets. C'est un appel, hein, ça.
sponsors. Hein. Bien sûr, après l'aspect financier et l'implication dans les associations. Next. Donc, comme on disait tout à l'heure, on fait des ateliers avec Winning Girl, une association qui fait des stages gratuits pour les lycéennes à Paris sur le leadership, confiance en soi, comment répondre à des propos sexistes, etc. C'est un garçon qui fait ça avec beaucoup d'humour, d'ailleurs. On fait des ateliers aussi pour les femmes et les sciences un peu partout en France. Next. Alors, ça c'est une partie d'une conférence que je fais sur l'histoire des femmes, sur l'aviation, les combats et les succès des femmes. Donc effectivement, on a parlé tout à l'heure pour les femmes pilotes de chasse de 96, où on a fait sauter le verrou des quotas négatifs. Et on parlait tout à l'heure des femmes pilotes de chasse et les enfants. En fait, Virginie Guyot, qui a été une de nos marraines aussi, elle a eu 3 enfants et ils ont été sympas, ça c'est très bien. Après, pour les femmes cosmonautes, astronautes, il y a au temps de la conquête de la Lune des Américains, et ils avaient fait une sélection, la même sélection. Il y a certaines avaient réussi, même sélection que les hommes, et les astronautes Shepard, ceux qui ont été sur la Lune, ont refusé de partir avec des femmes, en disant qu'ils n'en voyaient pas l'utilité, sauf si elles étaient meilleures qu'eux. Et ensuite, donc il y en a un qui a voulu faire une sélection d'astronautes. C'était pour accompagner les hommes dans l'espace et avoir des femmes gentilles et jolies. Et puis ensuite, il y a eu donc dans les armées, elles ont un peu fait des actions juridiques. Et ça a commencé par les femmes pilotes hélicoptères dans les armées qui sont venues après la sélection. Et maintenant, il y avait une mission qui avait était pas possible là où elles ont travaillé en dehors de la station parce qu'il manquait des costumes d'astronautes qui étaient faits pour les hommes avec les aspects physiques. Et puis les questions des journalistes c'était toujours est-ce que vous porterez un soutien-gorge dans l'espace et elle disait non, dans l'espace on n'a pas besoin. Ça gravite. Voilà. Alors donc maintenant on a quand même dans la dernière sélection ESA européenne, il y a 40% de femmes qui ont été sélectionnées. Next. Donc j'avais été rencontrée en faisant des escales cargo à Tashkent, une fondation pour la science. Ils faisaient des camps cosmonautiques l'été, avec donc ça c'est Ornienko, un cosmonaute russe qui venait, et on faisait un stage pour des jeunes de 10 à 18 ans avec l'Académie des sciences de Tashkent, l'ambassade de Russie. Et des cosmonautes issus du Kyrgyzstan et Ouzbékistan qui travaillaient à la Cité des Étoiles. Et un scientifique. Alors, la directrice du camp, elle était une scientifique qui travaillait pour le nucléaire. Donc, le matin, il y avait des cours théoriques. Ils n'avaient pas tous le même niveau, les enfants entre 11 et 18 ans, bien sûr. C'est aussi pour leur faire aimer les sciences et leur faire travailler les cerveaux. Elle leur montrait comment marche un rayon laser, elle leur donnait les caractéristiques des planètes, etc. Moi, il m'avait demandé de donner des cours sur l'aviation. Après, je pouvais un peu parler des satellites français. On avait un cosmonaute qui parlait des vents solaires dans l'espace. À chaque fois, on avait des intervenants différents. Un monsieur qui faisait des sous-marins en Russie aussi. Enfin, vraiment, c'était passionnant. On n'avait pas d'internet. Et comme il faisait 40 degrés à l'ombre, là, on faisait une pause de midi à 4 heures. Soit on sautait dans la rivière, soit on faisait la sieste. Et ensuite, il y avait des ateliers pratiques l'après-midi. Next. On faisait des concours de fusées à poudre, ce qui est pas du tout dans les normes européennes pour des enfants. Mais j'avais prévenu les parents
parce que moi, j'ai été invitée à amener 4 jeunes Français l'année suivante quand je les ai rencontrés, et j'ai fait ça pendant 10 ans. Et ça a été une belle aventure. J'ai fait venir des animateurs de la Cité des Sciences, de mon club d'astronomie, des pilotes, Cyril Fournier, un pilote qui avait fait l'expérience Mars 250. Et il parlait russe, d'ailleurs, c'était bien. Donc, les fusées à poudre à 3 étages. Ils avaient demandé à mon fils de 7 ans de mettre les fils de la batterie de voiture en contact pour la faire démarrer. Mais à Baïkonour, on est allé à Baïkonour aussi une fois voir un des cosmonautes partir. C'est pareil, c'est une tradition chez eux, grande tradition de l'espace, les Russes. Bon, malheureusement, là, ils sont partis de Kourou, hein, c'est dommage, j'espère que ça va revenir. Donc, il y avait un concours de construction de fusées, Next, et des concours de cerfs-volants et de planeurs. Les planeurs en bambou courbés à la bougie, attention, avec du papier de soie. Il y avait un concours de beauté des planeurs ou de celui qui allait le plus loin, voilà. Et les cerfs-volants, c'est mon fils au milieu. Les cerfs-volants, moi j'avais amené un moniteur de cerfs-volants indoor qui faisait des cerfs-volants avec de la fibre de carbone et des super tissus high-tech. Et eux, ils faisaient des cerfs-volants avec des récup de poubelles ou n'importe quoi, des bâtons. Ils allaient plus haut que nous. Là, c'était vexant. Mais bon, ils ont une tradition comme en Inde, hein, du cerf-volant et ça. Next. Et après, donc, on a organisé, ça c'était Station Mir, mais le simulateur de la capsule qui retombe sur Terre. Ce que j'ai aimé, c'est la boule. Tu vois l'horizon avec la boule terrestre, t'as un petit point et tu vas visser. Enfin, tu peux pas faire grand-chose d'ailleurs. Tu vas voir où tu atterris. Et donc, après le stage, c'était au nord-est de Tachkent, 70 km dans les montagnes du Pamir. On était dans un ancien centre d'essai des antennes des satellites russes. Et il y avait un observatoire aussi, on observait les étoiles le soir, etc. Et après, on avait organisé d'emmener les jeunes à la Cité des Étoiles à Moscou, à chaque fois. C'était super. Donc, on visitait la Cité des Étoiles avec les cosmonautes. Donc, c'est extraordinaire parce que là, ils vous disent, je dors là, je mange comme ça, là, je fais ça. C'est encore plus tard. Alors, Salidjan Sharipov, c'était un des principaux issus du Kyrgyzstan, lui, animateur de ces colonies de vacances. On est allé le voir partir dans l'espace à Baïkonour. Et après, c'était extraordinaire, il m'a envoyé des mails de l'espace. Il faut avoir l'autorisation de la NASA, donc il m'a envoyé des photos de la Terre. Et une photo, ça c'était à Noël. J'ai pas très bien compris parce ils avaient pas l'air très joyeux. Et après, ils nous ont raconté, après la guerre froide, ils nous ont raconté toutes les expériences ratées. En fait, là, ils avaient oublié la nourriture. Ce qui se passait à l'époque, ils partaient à 3. Et ils échangeaient 2 qui étaient dans la station Mir et qui repartaient, ils en mettaient 2 nouveaux. Et il y en a un qui conduisait la navette pour aller le chercher. C'était avec Soyouz. Et donc, moi, vous avez oublié la nourriture, mais nous, c'est sur les cargos, mais c'est pas des longs vols. C'est le commandant de bord qui vérifie les plateaux repas, parce qu'on n'a pas d'hôtesse. Il faut être sûr d'avoir à manger. Sur 10 heures de vol, mais là, ils sont partis pour normalement quelques mois. Et ils avaient plus que un petit gâteau sec et une boîte de pâté par jour. Alors, ils se regardaient dans le blanc des yeux. Donc, le chinois, en plus, ils ont fait Noël là-haut. Le chinois, il a dit plus jamais, enfin, le chinois américain d'ailleurs, il vit aux États-Unis. Et le russe, bon, les Russes, ils ont l'habitude de travailler avec des ficelles, d'avoir des conditions rudes. Et ça, c'est leur avantage dans l'espace. Et voilà. Et il nous avait raconté, donc il avait un bleu à la jambe. Ils ont eu un problème de fuite d'acide sulfurique. C'était pour détruire les matières fécales dans les toilettes. Et ça s'était évadé dans la station. Et ils n'arrivaient pas à rattraper avec du plastique, ça passait à travers. Le tissu aussi, ils ont trouvé avec la porcelaine Ils avaient peur que ça détruise les circuits. Et le défaut à l'époque, c'est comme ils étaient que 2, quand il y en avait un à l'extérieur, si celui à l'intérieur avait un malaise, ben c'était foutu.
Donc maintenant, après, ils ont mis beaucoup plus de personnes sur l'IAC. Le next, c'est fini. Pour conclure, moi j'ai noté quatre points. Déjà, merci beaucoup à tous d'être venus. J'ai compris que finalement, le Covid, ça avait créé quelques opportunités. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Il y a des crises qui créent des opportunités. Grâce à l'association, il y a des femmes invisibles qui deviennent visibles. Hein. Pour moi, par leur histoire, et ça, il faut quand même que c'est important aussi de regarder ce qui s'est passé derrière nous et de votre action par rapport à ça. Urgentiste de l'aéronautique, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que ça permet de donner du sens aussi à l'aéronautique. Entre 95% de l'activité servent aux dons d'organes et au rapatriement sanitaire. C'est aussi ça l'aéronautique, hein, quand même. Hein. Et puis, quand on vous dit que vous ne pouvez pas faire quelque chose parce que vous êtes une femme, allez-y, c'est que c'est le bon moment. Hein. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Dans l'escalier.